15h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal. Et bien sûr, voici tout de suite les titres. Ouverture aujourd'hui de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et des centaines de personnes attendent devant les bureaux de vote pour le référendum catalan. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Ouverture de la deuxième session, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale donc a ouvert ce matin sa deuxième session, dite session budgétaire, et qui est consacrée essentiellement à l'examen du budget de l'État pour l'exercice 2018. Cette séance solennelle a été ouverte donc par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. L'ensemble des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du Parlement, des officiels civils et militaires, ainsi que les membres du corps diplomatique ont suivi cette séance. Un invité d'honneur donc a suivi cette rentrée parlementaire. Il s'agit de Sieur Mourad Abdelhadi, président du comité exécutif de la région de Harar. À son arrivée donc sur les lieux, le Premier ministre a été chaleureusement accueilli par le président de l'Assemblée nationale, entouré des membres du bureau exécutif. Et en ouvrant la session, le président de l'Assemblée nationale a d'emblée souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants et des invités. Il a précisé que cette session dite budgétaire engage la responsabilité de deux pouvoirs, à savoir l'exécutif et le législatif, sur l'utilisation des deniers de l'État et la répartition des fonds au niveau de toutes les institutions. Le président de l'Assemblée a saisi cette opportunité pour féliciter le président Ismaël Omar Guelleh pour le prix qui lui a été décerné par le Global Islamic Finance Awards, qui couronne ses engagements pour la finance islamique. Nous écoutons le président. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale est en session. Ainsi, je déclare ouverte sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2017 de la 7e législature du Parlement, et ce, conformément à l'article 51 de la Constitution. Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Mourad Abdelhadi, président du comité exécutif de la région de Harar, notre distingué hôte du jour, venu rehausser de sa présence cette journée particulière et historique. Particulière parce qu'elle marque la dernière session d'ouverture de la 7e législature avant les prochaines élections législatives prévues en février 2018. Vous assistez aujourd'hui à l'ouverture d'une session dite budgétaire, qui n'est autre qu'une session durant laquelle les deux pouvoirs engagent les responsabilités conformément à la Constitution pour débattre sur la politique budgétaire et monétaire afin de doter l'État d'un budget œuvrant pour le bon fonctionnement du pays, et ce, afin de répondre convenablement aux aspirations du peuple. Je vous encourage à jouer pleinement votre rôle de législateur de façon rigoureuse et performante, telle que la Constitution vous le confère, en devenant des contrôleurs avisés de l'action gouvernementale. Nous devons travailler de concert pour améliorer le sort de nos électeurs, en renforçant les dialogues parlementaires et la mise en place d'un cadre de travail propice à l'essor législatif, en mettant en place des caravanes parlementaires qui sillonnent les différentes préfectures, les localités et les sous-localités les plus reculées pour s'enquérir de leurs conditions et apporter des solutions adéquates. Ces conditions nous imposent, en tant qu'élus, des sacrifices supplémentaires à consentir pour que, par notre travail, la population puisse jouir réellement de ses libertés fondamentales à travers les différentes réformes tendant à placer les citoyens au centre de tous les objectifs de notre développement national. Les prochaines années seront décisives pour préserver les acquis, corriger les dysfonctionnements et stimuler la croissance et l'investissement.
Nous devons sans cesse garder en tête que le bien-être de notre population est le socle de cette auguste Assemblée. Que nos débats soient fructueux, que nos démarches soient guidées par une subjectivité notable orientée vers un avenir commun et que Dieu, le tout miséricordieux, soit loué en tout instant. Enfin, permettez-moi de féliciter solennellement le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour le prix qui lui a été décerné par le Global Islamic Finance Awards, qui couronne ses engagements pour une politique économique hétérogène. La paix est une condition sine qua non pour le déploiement économique et institutionnel d'un pays et sa mise en œuvre repose en partie sur le renforcement de la coopération internationale. C'est pourquoi notre politique extérieure et intérieure est toujours axée sur le maintien de la paix et sa pérennité. Mesdames, Messieurs, la politique de coopération et d'intégration entre Djibouti et l'Éthiopie constitue un modèle de réussite dans un continent moins enclin à la coopération interétatique. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre sur cette voie et le Parlement que je représente sera toujours un lieu de communion où prospéreront les concepts des lois fédératrices. Et pour le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'ouverture de la séance budgétaire est un moment important et permettra de présenter le budget de l'année prochaine. Ce budget prévoit une continuité de la croissance économique à l'ordre de 6 à 7%. Outre les secteurs prioritaires qui seront renforcés, les activités portuaires seront mises en œuvre avec l'ouverture des activités du port de Doralé, de Tadjoura ainsi que celui du Goubet. Nous écoutons le Premier ministre. Le gouvernement vous présentera donc, comme d'habitude, le projet du budget de l'année prochaine. Bien sûr, vous aurez aussi à examiner d'autres projets de loi, comme la loi de règlement de l'exercice 2016 et le collectif budgétaire 2017. Le ministre du Budget, en collaboration technique avec les autorités du Fonds monétaire international, prévoit en plein accord avec les perspectives du ministre de l'Économie et des Finances, une continuité de la croissance économique qui sera forte jusqu'en 2020 avec un taux de l'ordre de 6 à 7%. Et ceci malgré une croissance économique internationale encore fragile. Notre effort devra continuer à porter sur la maîtrise de l'inflation, fixé autour de 3,5%. Du fait de la stabilisation des prix des hydrocarbures dans une moindre mesure des denrées alimentaires. Se basant sur l'exécution budgétaire 2016 et 2017, le gouvernement souhaite améliorer l'efficacité de l'action publique. En matière de gestion budgétaire, les objectifs du gouvernement seront toujours orientés vers la réforme de la fiscalité, la croissance inclusive, le contrôle de la dette et des finances publiques et l'inclusion financière. La maîtrise des dépenses de l'État et les efforts en matière d'assainissement des finances publiques demeurent plus que jamais une priorité gouvernementale et que nous examinerons ensemble ce budget 2018 prochainement, le gouvernement et le Parlement réunis. Tous les ministres seront à mes côtés pour répondre à vos questions. Les secteurs prioritaires demeurent l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la santé. La nouvelle école d'ingénieurs ouvrira ses portes à la rentrée 2018. Je veux confirmer aussi que les règles de bonne gestion financière et administrative appliquées par l'administration centrale seront étendues à toutes les entreprises publiques. De nombreux nouveaux ports vont rentrer en pleine activité à Doralé, mais aussi à Tadjoura et au Goubet. Les retombées économiques et sociales ne seront pas concentrées uniquement à Djibouti,
et les régions en bénéficieront aussi. Le corridor sud vers l'Éthiopie de la route nationale 1 sera rénové et amélioré, alors que le corridor routier nord à partir de Tadjoura est en voie d'achèvement. Dans le domaine de l'eau et de l'électricité, notre indépendance pour ces productions se verra fortement renforcée. La zone franche de Doralé, qui est en voie de finition, et celle le long de la route d'Arta vers le PK20 en cours de construction, permettront d'accueillir les investisseurs présents et futurs. Tous ces lourds investissements ont pour finalité la création d'emplois permanents pour les Djiboutiens. La création d'emplois passe aussi par la création de nouvelles petites entreprises qui peuvent se développer en marge de gros projets d'investissement. Je veux rappeler à ce sujet que le Code des investissements, le guichet unique et la Banque de développement sont des accompagnateurs pour ces nouveaux investisseurs. Il faut savoir que la solution passe par le secteur privé. Le gouvernement a mis en place un cadre pour un partenariat public-privé. De même, il prépare des mesures spécifiques pour développer les initiatives dans le secteur du tourisme, de la pêche, de l'agriculture par exemple, et encore trop peu développées compte tenu du potentiel du pays. La production de palmiers dattiers est devenue une réalité à Djibouti. Cet exemple doit être poursuivi et amplifié. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement veut améliorer la vie de nos concitoyens. L'emploi est un des leviers, mais il n'est pas le seul. Ainsi, avec l'amélioration de la gouvernance administrative, le gouvernement veut offrir les meilleures prestations de services à la population. Pour cela, il va poursuivre la modernisation de l'administration, la rendre plus efficiente, plus proche au service des citoyens. Le ministre de l'Intérieur a déjà obtenu des résultats tangibles dans la délivrance des passeports et des cartes de résidence. Les autres services suivront cet exemple. L'effort du gouvernement ne se relâchera pas afin que les administrés puissent en sentir pleinement les effets. Et dans la seconde partie de son intervention, le Premier ministre est revenu sur le renforcement de la décentralisation et l'amélioration des services en faveur des administrés ainsi que les actions de Djibouti pour préserver la paix et la sécurité face aux menaces des mercenaires soutenus par l'Érythrée qui tentent de déstabiliser notre pays. Nous l'écoutons. Le gouvernement va en outre poursuivre et accélérer la mise en œuvre de la décentralisation. Une première étape concrète dans ce rapprochement entre la population et l'administration sera la déconcentration des services administratifs. Il n'est pas normal que pour s'adresser à un département ministériel, il soit nécessaire de venir de Balbala ou de PK12 ou des régions jusqu'à Djibouti. Chaque ministère devra prévoir la création d'une antenne dans les régions ou les communes éloignées dans laquelle chacun pourra recueillir les informations qu'il souhaite. Il n'est pas normal également, pour recevoir un salaire ou une retraite ou payer une taxe, il soit nécessaire de venir jusqu'à Djibouti. Le gouvernement y remédiera. Le ministre du Budget est déjà chargé de l'application de cette mesure. Toute la population est concernée et personne ne sera oublié. L'accès aux services publics des handicapés est aussi une exigence gouvernementale. L'action gouvernementale doit toucher chaque citoyen. C'est une de ses caractéristiques. Les populations des régions éloignées doivent pouvoir bénéficier des mêmes services, que ce soit pour la santé, pour l'école, pour l'accès à l'eau ou à l'électricité, ou encore pour l'insertion dans le système économique et financier à l'aide des microcrédits, de l'assistance aux plus défavorisés, comme le sont souvent les femmes et les enfants abandonnés. Nul ne doit se sentir abandonné.
les départements du ministère de la Femme, du secrétariat d'État à la solidarité nationale sont en première ligne avec la collaboration de tous les autres départements. Aussi, les ministères se rapprocheront des citoyens. Ils s'appuient pour cela souvent sur des ONG au premier rang desquels se situe l'UNFD, qui intervient dans tous les pays, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les handicapés, les jeunes enfants ou les enfants abandonnés. Mesdames et Messieurs les députés, la décentralisation ne se limitera pas uniquement à la déconcentration des administrations. Les élections régionales ont eu lieu avec le renouvellement des élus locaux ou régionaux. Je viens de vous confirmer que le gouvernement veut développer l'emploi d'une part et faciliter la vie des administrés d'autre part, afin de répondre concrètement aux premières préoccupations de la population. Mais il veut aussi satisfaire toutes les autres préoccupations et parmi celles-ci, il y a bien sûr l'amélioration des conditions de l'habitat. C'est une grande priorité gouvernementale. Elle est symbolisée par la Fondation pour le logement créée par le président de la République pour témoigner de son engagement dans ce domaine en faveur des plus défavorisés. De très nombreux logements sociaux et des moyens standing ont été créés à Balbala qui ont changé la physionomie de cette commune. L'assainissement, l'éclairage public et la propreté de la vie des quartiers sont aussi une priorité pour les citadins. Parmi les grandes attentes de la population, le problème de la sécurité reste primordial. Le pays est certainement un des plus stables et des plus sûrs de l'Afrique et de la région. Le président de la République a toujours voulu entretenir les meilleures relations avec tous les pays, aussi bien de la région que l'ensemble du continent, de la péninsule arabique ou du monde entier. Mais sa détermination est grande et inébranlable quand il s'agit de défendre le sol national face aux attaques. La nation unie fera front à ces agressions, qu'elles soient directes ou indirectes par l'intermédiaire des mercenaires et des terroristes extrémistes, comme c'est le cas avec l'Érythrée. Mais ici encore, il faut dire la vérité. Ceux qui agissent en tant que mercenaires sont en fait des soldats érythréens. Ils enlèvent nos concitoyens, commettent des attentats et se replient dans leur propre pays. Ne n'oublions pas nos deux compatriotes qui sont encore détenus en Érythrée. Nous devons être tous unis avec eux, car ils symbolisent une agression contre le territoire national. Certains opposants voudraient faire passer ces attaques terroristes perpétrées de l'étranger comme des mouvements de soulèvement. Mais la manière même dont ces agressions se déroulent montre à l'évidence le contraire. Le gouvernement restera donc très vigilant contre les fauteurs de troubles et tous ceux qui s'attaquent aux biens et aux personnes, quels que soient les prétextes invoqués. Il n'est pas acceptable que des mercenaires puissent retirer de leur famille et enrôler de force à l'étranger des enfants qui sont mineurs pour en faire des enfants soldats contre leurs propres frères djiboutiens. Cela rappelle l'action de banditisme effectuée sur la route de Tadjoura contre des civils, action soutenue par certains opposants vivant à l'étranger. Je vous confirme que la sécurité sera assurée avec la plus grande fermeté, du nord au sud du pays, dans toutes les régions comme à Djibouti. Toutes nos forces armées, de police, sont prêtes à intervenir
sur l'ensemble du territoire national. Nous constatons que le gouvernement œuvre pour le renforcement de la démocratie. Il développe l'emploi avec d'énormes investissements. Il rapproche l'administration des administrés. Il améliore l'habitat et l'environnement. Et il conforte la décentralisation. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas pour abandonner ensuite ces avancées démocratiques à des fauteurs de troubles ou à des attaques extrémistes fomentées de l'étranger, des opposants installés depuis de nombreuses années en Europe, essaient même d'attiser avec l'aide de toutes sortes d'associations en faisant feu de tout bois la vie sociale et politique et en dénigrant la société djiboutienne. Le gouvernement restera attentif sur tous les fronts. Djibouti s'est développé grâce à la confiance des investisseurs qui font confiance plutôt par la politique menée par le président de la République de Djibouti. C'est cette paix, le renforcement de l'unité, de l'égalité entre tous les citoyens qui ont affirmé la stabilité politique et permis de mettre en œuvre la vision du développement du chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les députés, nous nous trouvons à la veille d'une grande échéance électorale. Celle-ci va constituer à donner au Parlement la plus grande majorité pour continuer à soutenir l'action du président Ismaël Omar Guelleh. Député de la majorité présidentielle, je tenais à vous dire, quel que soit notre avenir au sein de cette noble assemblée, nous devons continuer à agir en tant que Djiboutiens militants. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Et nous allons revenir donc sur cette journée de l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale avec Hussein Abled. Bonjour Hussein. Alors vous avez suivi avec nous l'ouverture de cette journée et le discours du Premier ministre. Dans quel contexte se déroule cette session du Parlement ? Effectivement, Ahmed, la deuxième session de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire qui s'est ouverte aujourd'hui, permet aux parlementaires d'examiner les projets de budget de l'État pour l'exercice 2018. Le ministère du Budget devant préalablement avoir remis aux parlementaires la mouture de ces projets qui sera défendu par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamedi. C'est là la principale tâche qui attend les députés, même s'ils vont également examiner d'autres textes ou projets de loi. Cette session va se dérouler dans un autre tout contexte qui est par rapport aux 4 précédentes années. C'est au cours des prochains trimestres de l'année 2018 que se dérouleront des nouvelles élections législatives pour le renouvellement des membres du Parlement. L'on passera alors d'une nouvelle législature de la 7e à la 8e législature, le mandat du parlementaire étant de 5 ans. Le dernier législatif ayant eu en 2013 et s'achèveront en 2018. Puis Ahmed, un renouvellement du Parlement conduit nécessairement et peu après un remaniement ministériel. Merci Hussein pour cette analyse. Dans la suite de l'actualité, visite de courtoisie du président de la région de Harar, le Premier ministre Abdelkader Kamil a reçu en audience le président de la région Harar, Mourad Abdelhadi. Aujourd'hui donc, la rencontre s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Le président de la région de Harar séjourne dans la capitale président pour participer donc à la séance d'ouverture des travaux de l'Assemblée nationale. Le hôte Harari a chaleureusement remercié le Premier ministre pour son accueil et a souligné le lien historique et culturel liant les deux pays depuis longtemps. Il a indiqué qu'il était chez lui ici à Djibouti et que c'était réciproque pour les Djiboutiens en général d'être comme chez eux à Harar. Cette visite officielle du président de la région de Harar démontre aussi l'intérêt de la ville de Harar, renforcer les liens historiques et culturels et de mettre en place des projets de coopération. Et pour sa part, le Premier ministre n'a pas manqué d'indiquer à son hôte qu'il était bel et bien chez lui et qu'il n'était pas un étranger à Djibouti. Il a évoqué le lien historique et culturel que partagent les deux pays depuis des siècles et n'a pas manqué de rendre un hommage à cette ville mythique et cosmopolite. Il a évoqué la particularité de Harar qui est riche en passé avec l'architecture de différentes époques et un important foyer de la culture islamique. Et en guise de remerciement, le Premier ministre a échangé avec son hôte un cadeau de bienvenue et des produits artisanaux notamment. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a reçu aujourd'hui à son cabinet le ministère, donc l'ambassadeur de la Russie, Sergei Kouzmetsov. Outre le ministre de la Défense, ont pris part à cette audience le conseil technique militaire du ministre ainsi que le conseiller de l'ambassade de la Russie à Djibouti. Au cours de cet entretien, les deux parties se sont réjouis donc de l'excellence des relations bilatérales dans tous les domaines en général et celle de la coopération militaire en particulier. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, s'est entretenu hier après-midi dans son cabinet avec le directeur général de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, William Swing. Ce dernier était accompagné par le chef du bureau local à Djibouti de l'OIM, Lalini Verasamy. Cette rencontre intervient donc dans le cadre de la tournée régionale qu'effectue le directeur général de l'OIM, M. Swing, à Djibouti, au Yémen et en Birmanie. Les discussions entre le haut responsable onusien et le ministre de la Santé se sont portés donc sur les voies et moyens de renforcer l'aide apportée aux migrants en détresse, notamment leur prise en charge médicale. Le ministre de la Santé a plaidé en faveur donc du renforcement du partenariat entre le ministère de la Santé et le bureau local de l'OIM en vue de garantir et de pérenniser les activités de la prise en charge médicale des migrants et ce compte tenu de leur afflux croissant. En effet, depuis l'ouverture de son bureau local à Djibouti en 2009, l'OIM accompagne chaque année plusieurs milliers de migrants dans le cadre de son programme de retour volontaire. Régional au Caire pour façonner un programme
pour les migrants qui va être consistant avec le programme pour le peuple de Djibouti. Et vous allez voir ce groupe dans les prochaines semaines ou mois, n'est-ce pas? Mais je suis très content avec ces visites et c'est ma troisième visite à Djibouti et la meilleure visite. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukiye, et le directeur général de l'OIM, donc, se sont mis d'accord sur la mise en œuvre de ce partenariat renforcé dans le sens d'une meilleure assistance au profit des migrants en République de Djibouti. Écoutons le ministre de la Santé. C'est un plaisir de le recevoir dans notre bureau. Nous avons expliqué en long et en large la problématique des émigrés à Djibouti, que le corridor est utilisé matin, midi et soir, et que plus de 500 personnes passent tous les jours. Nous avons expliqué les difficultés et la lourdeur que sent la République de Djibouti, les différents départements, principalement celui de la santé et la population. Il nous a très bien écoutés. Il est vraiment bien sensibilisé sur la question. Il sait davantage les problèmes qu'il y a quand les migrants eux-mêmes, mais aussi les problèmes qu'ils génèrent pour les pays, puisqu'il est passé par plusieurs autres pays aussi. Il a une expérience vraiment extraordinaire et nous sommes vraiment heureux de pouvoir discuter avec lui. Nous sommes convenus que de tous les côtés, nous allons faire des efforts. De leur côté, faire beaucoup d'efforts, sensibiliser aussi les autres agences du système des Nations Unies sur le dossier. Et nous faire des efforts en tant que gouvernement, comme le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous le demande chaque jour. Les migrants sont des êtres humains. Il faudrait qu'on fasse le meilleur qu'on pourra pour qu'ils puissent retourner chez eux en bonne santé, et aussi pour pouvoir protéger notre propre population. C'est vrai que des fois, ils viennent avec certaines pathologies, avec certaines épidémies, avec certains problèmes, mais ce sont des êtres humains, nous les aidons, nous faisons ce qu'on peut avec l'aide de l'agence ici, de l'OIM ici basée à Djibouti, leur branche, et le département de la santé. Nous le remercions infiniment pour le long voyage qu'il a fait. Il a pu voir à Obok déjà une partie du problème. Nous l'avons expliqué en long et large le reste. Maintenant, nous avons aussi non seulement sa promesse pour pouvoir nous soutenir en tant qu'OIM, mais aussi sensibiliser toutes les autres agences du système dans lequel il pourra discuter. Et c'est un honneur pour Djibouti qu'il soit là. Et avant de s'entretenir avec le ministre de la Santé, le directeur général de l'OIM, William Swing, s'était rendu donc hier à Obok, où il a pu visiter le centre d'orientation et d'assistance aux migrants, n'est-ce pas, Hussein? Effectivement, Ahmed, M. William Swing avait été accueilli à son arrivée par le préfet d'Obok, M. Hassan Dabelé. Au cours de cette visite, M. Swing était à la tête d'une forte délégation des hauts responsables des agences onusiennes. Ces derniers s'est félicité de l'agrandissement des centres d'assistance pour les migrants qui reçoivent donc aide et soins avant les retours dans les régions d'origine. M. Swing a pris conscience de l'importance du rôle de Djibouti dans cette tumultueuse région de la Corne de l'Afrique, et selon les termes qu'il a utilisés. Il a enfin rendu visite aux différents points de regroupement des migrants avant leur acheminement vers les centres de soins et d'aide. Les migrants reçoivent donc une aide psychologique et pécuniaire ou financière avant de rentrer chez eux. Et le préfet d'Obok, Hassan Dabelé Ahmed, a remercié donc le directeur général de l'OIM pour l'appui de son organisme à Djibouti. Nous l'écoutons. Également dans l'actualité, remise des lettres de créance au président de la Biélorussie, le docteur Mohamed Ali Kamil, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la Fédération de Russie, a présenté au président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, ces lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Biélorussie, avec résidence à Moscou, la Fédération de Russie. Au cours de cette cérémonie officielle de remise de lettres de créance,
qui s'est tenu au palais présidentiel. L'ambassadeur djiboutien a tout d'abord transmis au président de la République de Biélorussie les salutations chaleureuses de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Le chef d'État biélorusse a pour sa part demandé au nouvel ambassadeur de transmettre ses meilleures salutations à son homologue djiboutien. Celui-ci a loué la détermination dont le président djiboutien fait preuve dans ses actions pour la promotion de la paix dans la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que les efforts inlassables déployés pour la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation de la principale voie de transport maritime. Le président biélorusse a également souhaité au nouvel ambassadeur la bienvenue dans son pays, ainsi que tous ses vœux de succès pour l'accomplissement de sa haute mission. Autre nouvelle du pays, ouverture d'un atelier pour la formation d'encadreurs sportifs. Le stade Hassan Gouled a abrité hier après-midi une cérémonie de lancement d'un atelier de formation d'encadreurs sportifs et d'un séminaire de réflexion sur les outils de promotion de l'entrepreneuriat en faveur de la jeunesse. Cette double action est à mettre à l'actif du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui a bénéficié d'un soutien de la Conféges, l'organisme représentant la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones. Ces deux ateliers donc se poursuivront jusqu'au 4 octobre. Des initiatives importantes destinées à renforcer les capacités des cadres du département de la jeunesse. La cérémonie de lancement s'est déroulée donc en présence du secrétaire général du département de la jeunesse, du représentant de la fédération Wallonie-Bruxelles, du représentant de la Conféges et des responsables, des conseillers, des experts et participants nationaux et internationaux. Pour que, on ne dira plus pendant 5-10 ans que Djibouti manque de cadre, d'entraîneur, que Djibouti manque d'encadreurs en entrepreneuriat. Je vous remercie de votre attention. Et le secrétaire général du département de la jeunesse a souhaité donc la bienvenue aux participants et a transmis les excuses du secrétaire d'État pour son absence. Il a parlé donc de l'importance de ces formations et a demandé aux participants de suivre avec assiduité ces cours. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres, une terre d'apparence hostile, mais qui attire tant par sa position géostratégique que la chaleur humaine. J'exprime ma gratitude à l'endroit de la Conféges pour avoir choisi mon pays, Djibouti, afin d'organiser ces actions internationales d'envergure. Pour rappel, la Conféges existe depuis 1969 et n'a cessé depuis lors d'œuvrer pour la promotion et l'épanouissement des jeunes de l'espace francophone. Ainsi, c'est un véritable plaisir et un grand honneur pour la République de Djibouti en général et mon département en particulier d'accueillir pour la première fois, pas une, mais deux actions de la Conféges, à savoir un séminaire de réflexion sur les outils du programme de promotion des jeunes talents. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour, à Madagascar, donc, une épidémie de peste frappe le pays, ce qui a contraint le gouvernement à prendre des mesures d'urgence. Eh bien, donc, le gouvernement malgache a annoncé la mise en place des mesures d'urgence pour tenter d'enrayer une nouvelle épidémie de peste dans le pays. Selon les autorités sanitaires, au moins 24 personnes sont mortes de la maladie. Le Premier ministre a annoncé la suspension de toute réunion ou manifestation à Antananarivo, la capitale, où 6 personnes sont décédées de peste ces derniers jours. Il s'agit d'une mesure provisoire en entendant l'évolution de la lutte contre cette maladie. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre malgache. Depuis 1980, la peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement d'octobre à mars. Elle coïncide avec la saison des pluies, plus encore avec une tradition malgache dite du retournement des morts, où des personnes ensevelies sont retirées de terre, puis des prières leur sont faites afin que leur âme n'inquiète plus leurs proches parents encore vivants. Cette épidémie coïncide enfin avec une augmentation du nombre de rats. Donc ces 3 facteurs sont les facteurs qui ramènent la peste chaque année dans ce pays. Merci Ali pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.